Je vais passer la parole à Nicole Lacor pour introduire cette première table ronde sur comment accompagner les impacts RH de la transition écologique au service de l'inclusion professionnelle. Écoutez, bonjour à tous. Donc, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Merci. Donc, vous avez pu échanger avec Nathalie Bassalaire qui vous salue chaleureusement. Elle sera là, elle va nous rejoindre à la table ronde numéro 4. Donc, nous sommes là ensemble pour 1 heure. Donc, on va commencer. Je pense que la première chose, c'était une phrase clé pour caractériser les impacts et les enjeux de la transition écologique. Donc, les intervenants se présentent et nous disent leur phrase clé. Voilà. Donc, on va passer la parole à Madame Laurence Breton-Cuny. Oui, bonjour à tous. Dans la vie, je suis la DRH du groupe AFNOR et j'interviens ici au titre de vice-présidente de l'ANDRH. Alors moi, dans la phrase clé, je reprends un petit peu notre leitmotiv à l'ANDRH et je dis que la transition écologique nécessite d'embarquer l'ensemble des parties prenantes des organisations. C'est important de dire parties prenantes, ce ne sont pas que les salariés. Voilà pour ma phrase. D'accord. Donc, on va passer la parole à Monsieur André Duberc d'Imagrine. Bonjour, merci beaucoup. Et merci de cette opportunité déjà d'apporter un témoignage. Donc, j'interviens en tant que senior partner du groupe Imagrine, qui était au départ un cabinet de recrutement et qui est aujourd'hui une entreprise de conseil stratégique et qui va jusqu'au conseil en recrutement, mais en passant par le conseil opérationnel aussi. Alors, ma phrase clé, ce serait décloisonner les secteurs pour tirer le meilleur de chacun pour la transition. Merci. On va passer la parole à Monsieur Benoît Bonello. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Moi, je suis directeur de l'innovation sociale pour le groupe Suez et j'ai en charge en particulier tout ce qui est la collaboration avec le monde de l'inclusion et de l'économie sociale et solidaire. C'est pas une phrase, moi, que j'avais en tête, c'est plutôt un mot et qui rejoint d'ailleurs ce qui est évoqué par les deux intervenants précédents, c'est le mot coopération. Parce que je pense que c'est vraiment l'enjeu clé sur les sujets d'économie circulaire, de transition écologique, c'est la coopération entre les acteurs. Et c'est valable dans le monde de la formation, avec l'ensemble des parties prenantes, avec le monde social aussi. Donc, c'est le mot-clé pour moi, c'est coopération. Merci. Et donc, on passe la parole à Monsieur Ludovic Wett. Je ne sais pas si je prononce correctement votre nom. Oui, en français, oui. Après, comme je suis belge, c'est Wout, mais ça aucun souci. Donc, bonjour, je suis de la Confédération européenne des syndicats donc on représente, pour que vous puissiez situer tous les syndicats européens, donc les 5 organisations syndicales françaises aussi dans les discussions européennes. Et ma phrase clé, elle est en 2 dimensions, je dirais, c'est équiper les travailleurs des compétences nécessaires pour la transition verte, mais ces travailleurs super formés ne trouveront pas d'emploi dans des régions désertes. Donc voilà, c'est un peu 2 dimensions, c'est qu'on peut pas, on ne peut pas séparer la question de la formation de la question des emplois, et on y reviendra certainement dans la discussion. Écoutez, merci. Moi, je retiens partie prenante, décloisonner, coopération, et on va dire peut-être un peu territoire, compétences et territoire. Je ne sais pas si ça résume un peu, voilà, la phrase clé. Donc après, nous allons passer aux impacts de la transition écologique sur les emplois, les métiers et le rôle des RH pour répondre aux enjeux des compétences qu'elles soulèvent. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur André Durbec. Eh bien, je la saisis, je prends la parole. Merci beaucoup à vous. Je vais développer rapidement, je vous rassure, trois thèmes relativement courts.
Le premier, c'est celui de l'amélioration de l'employabilité. Le second, justement, le décloisonnement, c'est-à-dire décloisonner pour une plus large utilité de chaque salarié dans son environnement, c'est-à-dire tirer le meilleur de chacun. Et la troisième idée que je voudrais développer, c'est comment susciter l'engagement de chacun dans cette démarche de transition sociale, environnementale. Alors, sur le premier sujet, je commencerai par un constat et je citerai aussi un paradoxe. Le constat est que les secteurs professionnels de la transition écologique sont aujourd'hui en grande tension. Il suffit de participer ou de visiter des salons. Récemment, on a eu Polytech en fin d'année, il y en a d'autres, où on voit cet afflux de jeunes diplômés, ou pas diplômés d'ailleurs, mais de demandeurs d'emploi qui ont beaucoup de difficultés à en trouver et qui sont pourtant motivés, portés par ce contexte de la nécessité de la transition. Donc le marché de la transition écologique est en pleine croissance et on a d'énormes demandes quantitatives en volume de besoins de recrutement. Le paradoxe, c'est que les jeunes, justement, ont du mal à trouver de l'emploi et les plus anciens quittent trop tôt le marché de l'emploi et lorsqu'ils le quittent, ont des grosses difficultés de reconversion. Alors comment on peut arriver à rimer les deux extrémités si je veux dire, les deux extrémités de cette pyramide des âges, parce que c'est un enjeu pour le futur, et le futur proche, qui plus est. Alors, comment y arriver? Je pense qu'il faut effectivement développer l'employabilité, c'est le premier thème de mon sujet, en identifiant mieux les compétences nécessaires. On a d'un côté des secteurs entiers de l'économie dite carbonée qui détruit de l'emploi, et de l'autre, où on crée de nouveaux métiers, des besoins d'emploi pour lesquels, ça a été dit tout à l'heure par Ludovic, pour lesquels on n'a pas la ressource formée et disponible. Donc, ce que je pense et ce que nous pensons chez Imagreen, c'est qu'il faut accélérer la formation pour améliorer l'employabilité. Comment faire? On imagine trois leviers rapidement. Le premier, c'est de former plus vite et de former plus concrètement. Le second pourrait être d'immerger très vite et de mettre ensemble donc ces deux extrémités dont je parlais de la chaîne de l'emploi entre les jeunes et les seniors. Et le troisième levier, c'est d'oublier les CV, c'est-à-dire de changer vraiment d'outils, de mode. Et je reviens à une idée qui a été soulignée par Pierre Gattaz tout à l'heure, de parler effectivement de mesurer le savoir-être, s'écarter des compétences académiques strictes, en tenir compte évidemment, mais s'en écarter pour tenir compte de l'agilité des personnes qui cherchent de l'emploi et également de l'agilité de nos structures, de nos entreprises pour les intégrer de la meilleure manière et les insérer de la meilleure manière. Donc, trois exemples, un pour chacun de ces leviers. Former plus vite et concrètement. Je reviens sur une demande qui nous a été faite au moment où la sortie du confinement se profilait l'an dernier. On nous disait la sortie du confinement, on va passer par une révolution des mobilités et de la mobilité douce. Et on va mettre en place, et on l'a mise, l'État l'a mise, la prime, l'aide à la réparation des bicyclettes. 50 €, super. Comment on fait? Donc la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, nous dit il nous faut très très rapidement, en 2 ou 3 mois, 600 techniciens formés pour les placer dans toutes les villes de France et accompagner le mouvement. 6 mois, c'est juste pas possible. Donc comment on fait pour faire plus vite? On en a besoin dans 2-3 mois. Et donc, on a imaginé un petit référentiel qui permet de former aux 80% des compétences en appliquant le désormais classique, la note Pareto, en disant
tant pis, on va pas être parfait, mais en 2-3 mois, on va permettre à des jeunes, à des techniciens, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, d'acquérir les bases pour remettre d'aplomb des bicyclettes. Dans ce premier exemple, on se fait un petit peu une entorse en disant, certes, il faut être perfectionniste sur les référentiels de compétences et d'acquisition de ces compétences, mais tant pis, on va faire plus vite, et puis sur le tas, on améliorera les choses quand on aura le temps. Deuxième levier, immerger les jeunes dans un milieu où ils peuvent côtoyer des seniors et évidemment, inversement, des seniors côtoyer des jeunes. Alors là, je prends l'expérience qu'on a menée et qu'on est toujours en train de mener dans notre entreprise, Imagreen, où on crée des plateaux où on mélange volontairement, non plus par secteur d'activité, mais par expérience, par formation, par sensibilité variée, des jeunes et des moins jeunes. Et on a, par exemple, à Aix-en-Provence, où je suis moi-même basé, un plateau avec bientôt une vingtaine de collaborateurs qui, au café, peuvent parler de textile, de mobilité, d'énergie, dans les énergies de pyrogazification, d'hydrogène, et j'en passe. Et ce mélange de sensibilité, d'expérience est extrêmement propice à l'agilité et à la créativité. C'est-à-dire qu'on travaille effectivement aussi dans la logique projet, et les équipes se font ou se défont, je dis volontairement, à la machine à café ou dans la petite salle des pas perdus qu'on a créée pour cela. Et ça marche. J'en parle parce que ça marche. Et on recrée, ou on sent, en tout cas, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on recrée, mais on sent cette composante qu'on a dite aussi tout à l'heure d'enthousiasme. Et ce partage de compétences se fait, on se raconte par ce qu'on a de mieux et de meilleur à dire, on regarde les verres à moitié pleins et ça donne vraiment envie de faire. Le troisième, j'accélère un petit peu, oublier les CV. Je prends l'exemple là aussi qu'on a vécu et qu'on est en train aussi de pousser dans le nord de la France. Imagreen réimplante l'industrie textile du lin, donc 100% bio, on va dire, et 100% recyclé. Et à propos de décloisonnement, l'industrie textile, c'est avant tout de l'agriculture. Vous voyez, on est loin d'y penser spontanément, mais le lin, c'est un produit agricole. Et cette industrie du lin, aujourd'hui, elle est sinistrée dans notre pays, puisque les compétences n'existent plus. Donc, pour réimplanter une usine, une filature de lin, il faut aller chercher des compétences là où elles existent encore. Et paradoxe de l'histoire, ou balancier de l'histoire, on va chercher des compétences en Pologne, où on a des gens parfaitement expérimentés et qui continuent de travailler sur ces outils de production et qui viennent former des gens chez nous. Donc ça, c'est la première illustration donc de l'agilité qu'on doit avoir, et sans chercher des CV. Si on cherche des CV chez nous de techniciens de la filature du lin, on n'en trouve pas. Donc, il faut bien changer l'équation. Et la deuxième idée, c'est de travailler aussi sur la proximité, toujours pour cette usine de filature qui est en création et qui va être bientôt lancée dans le Nord, où on va s'adresser à des entreprises qui, elles, sont en déclin, qui ferment et qui détruisent, entre guillemets, je dis détruisent, c'est la conjoncture et le contexte qui veut ça, mais, donc qui licencient pour vérifier, tester, justement, mesurer le savoir-être, la proximité, l'envie. Et on est en train d'embaucher une quarantaine de personnes qui sont licenciées d'une entreprise pour découvrir un nouveau secteur, un nouveau métier. Voilà ces trois exemples qui permettent concrètement d'accélérer la formation pour améliorer l'employabilité. Deuxième micro-sujet, décloisonner. Alors, si la transition écologique doit s'appuyer sur des vrais savoir-faire, des vrais métiers, je pense, et nous essayons de le faire au quotidien, qu'il faut sortir des silos sectoriels de l'eau, des déchets. Et quand je dis l'eau, il y a l'eau potable, les eaux usées, les déchets solides ou non solides, l'énergie, le génie civil, le génie rural, etc. Il faut sortir de ces cloisonnements-là, d'où mon terme décloisonner, et
plutôt s'intéresser aux besoins du quotidien dans lesquels on va retrouver de manière évidente et concomitante l'ensemble de ces savoir-faire nécessaires. Et les besoins du quotidien, c'est pas moi qui les ai inventés, hein, les besoins du quotidien, si on regarde notre journée moyenne, c'est le besoin de se loger, c'est le besoin de se nourrir, c'est le besoin de se vêtir et c'est le besoin de communiquer, et dans le communiquer, évidemment, le besoin de se déplacer. Donc, si on aborde ces grandes familles de métiers sous l'angle justement de la coopération, de l'économie fonctionnelle, de l'économie circulaire et de l'économie d'usage, je pense qu'on a un vrai moyen de changer, d'accélérer, de donner du sens à notre action au quotidien et de construire une force d'intervention où chacun donnera le meilleur parce qu'il voit la réponse à des besoins du quotidien. Ça permet donc de construire des passerelles entre des secteurs qui ont beaucoup de mal à se parler au quotidien ou qui avaient beaucoup de mal à se parler au quotidien. Et on retrouve cette partition des métiers, y compris dans la structuration des grandes institutions financières, qu'elles soient nationales ou internationales. Vous allez avoir un secteur de l'eau, un secteur des déchets, bref, je ne vais pas les réénumérer. Il faut, je pense, casser ces cloisons et donc permettre aux gens d'avoir des interactions plus grande. Dernier sujet, vous me dites si je suis trop long, c'est susciter l'engagement de chacun. Alors comment faire? Là aussi, favoriser les échanges et les coopérations en s'appuyant sur 4 grands axes de partage en fait. Le premier, c'est la formation. Le second, c'est le mentorat. Le troisième, c'est l'attractivité, c'est-à-dire donner envie ou enthousiasme. Et le quatrième, qu'on oublie souvent, c'est celui d'être en capacité de conseiller les pouvoirs publics. N'oublions pas qu'on a un ministère qui est en charge de la transition. Et ce ministère, il ne demande pas mieux que de se nourrir de ce qui se passe dans nos entreprises et de ce qui se passe sur le terrain. Donc la formation, mettons des sachants avec des moins sachants au quotidien, faisons-les travailler en binôme, en trinôme, faisons-les se parler. Le mentorat, bon, c'est un terme fort, mais c'est simplement la volonté de partager l'expérience. Et l'attractivité, parler de soi en bien, encore une fois, pour donner envie et susciter l'enthousiasme. Voilà. Et le conseil du pouvoir public, se dire que chacun à son niveau a une expérience qui vaut la peine d'être partagée et d'être consolidé du bas vers le haut, si j'ose employer même si on a dit que le management devait être revu, mais de consolider ces approches et ces expériences pour agir sur des leviers incitatifs. Je vous remercie. Merci, M. Durbec. Avant de passer la parole à Mme Laurence Breton-Cuny, voilà, je vous remercie pour ces exemples concrets qui nous parlent de votre expérience. Et puis, voilà, former plus vite, être l'immersion, être plus agile, du partage d'expérience, du mentorat. Voilà tout ce que je retiens vite fait de votre intervention. Je vous remercie. À vous, Madame Laurence Breton-Cuny. Oui, merci. Moi, je vais essayer d'aller assez rapidement pour rappeler qu'on est confronté à une accélération des enjeux. Donc là, on parle de transition énergétique, mais on a la transition numérique. Et en réalité, on voit à la fois de nouvelles formes d'organisation, nouvelles attentes. Et résultat, tout cela, en fait, ça va redessiner en profondeur le contenu des emplois. Et pour anticiper les besoins en compétences, qui est vraiment un enjeu clé dans nos organisations, ça fait vraiment partie en management des risques d'un point important, on a différentes façons de procéder. Moi, je vais vous parler de l'entreprise et puis après des différents éléments que nous pouvons mettre en œuvre au niveau des organisations. Tout d'abord, vous avez peut-être en tête l'anciennement quand on parlait de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Au-delà du fait que c'est une notion qui est dépassée même en France, on parle depuis un moment déjà de ce qu'on appelle le Strategic Workforce Planning, c'est la gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre. Pourquoi main-d'œuvre? Parce qu'on ne reste pas limité au champ du salariat. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'entreprise étendue, c'est un enjeu fort. Bon, vous allez croire que c'est mon côté un peu AFNOR, mais il faut savoir qu'au titre de la NDRH, je préside la commission de normalisation qu'on appelle le comité technique 260 management des ressources humaines.
Et en 2016, nous avons publié une norme qui s'appelle le Strategic Workforce Planning, portée par l'Australie. Il faut savoir que cette gestion stratégique de tout ce qui concerne les compétences est un enjeu majeur, à la fois en Australie, en Asie et autres. Maintenant, quel est l'enjeu de demain pour nous, DRH, dans cette gestion prévisionnelle des compétences? Eh bien, c'est non seulement d'identifier et d'analyser l'offre de main-d'œuvre, on va dire actuelle, transitoire et future, mais aussi de répondre aux besoins organisationnels. C'est-à-dire que là, on regarde effectivement et on travaille avec chacun des métiers sur leurs besoins de demain. Donc, on s'inscrit vraiment dans l'économie mondiale du savoir, et je dirais toujours que l'on doit penser global et agir local, et on voit bien, la concurrence n'est pas que nationale. On a dépassé les frontières depuis un moment, surtout quand on est sur des métiers en tension dont on vient de parler. Donc, comment ça se passe effectivement? C'est de travailler sur des horizons de 1, 2, 3 à 5 ans et de voir un petit peu comment cela va se passer. Si je regarde un peu au niveau français, ça va se matérialiser au travers de ce qu'on appelle depuis 2017 la gestion des emplois et parcours professionnels, qui a remplacé ce qu'on appelle la GPEC. La GPEC reste aujourd'hui finalement un outil que l'on va retrouver au niveau des branches. En fait, quand on travaille en GEPP, c'est la même chose que quand on travaille en stratégie Workforce Planning, sauf qu'on a une dimension encore plus stratégique. On travaille sur nos besoins dans nos différents métiers, et la transition écologique en fait partie, et on va regarder les métiers en développement, les métiers en mutation, les métiers en décroissance et les métiers sensibles ou fragilisés. Et bien entendu, tout ce qui concerne les filières data ou les filières effectivement énergie sont des métiers en développement. Et à chaque fois, on regarde comment faire des orientations en termes de formation professionnelle, d'avoir recours à différents types de contrats, d'avoir accès à de la sous-traitance aussi, et de voir un petit peu comment finalement voir le déroulement de carrière. Donc ça, c'est un point qui est important. On reste quand même avec, donc ça c'est au niveau de l'entreprise. Cela étant, en fonction de la taille des entreprises, on a ce qu'on appelle au niveau des branches, toujours la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, parce que c'est important d'accompagner notamment les TPE et les PME. Maintenant, nous avons un autre dispositif qui s'appelle le dispositif de transition collective pour soutenir les métiers porteurs, notamment au niveau local. Et on a effectivement des transitions de certains, on va dire, métiers en décroissance vers des métiers porteurs. Je ne peux pas vous citer d'emploi dans le domaine de la transition énergétique ou écologique, mais vous en avez notamment vers les métiers, on va dire, d'accompagnement des personnes. C'est notamment par rapport aux métiers du commerce pour des métiers d'aide à la personne. Voilà, donc là, l'intérêt de ces dispositifs, c'est la prise en charge de la formation et de la rémunération. Enfin, on a un autre dispositif qui existe, qui s'appelle l'EDEC, DEC, qui est un accord annuel ou pluriannuel qui est conclu entre l'État et plusieurs branches professionnelles sur la base d'un diagnostic. Et là, justement, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on a eu au mois de mai dernier un document qui a été fait notamment sur le défi de la transition écologique, sur les métiers et les compétences dans le domaine des métiers du commerce. Donc, quand on est dans ce type de dispositif, il y a déjà en fait une étude qui est faite. Cette étude a été faite et elle est publique par l'OPCO Commerce, qui a permis en fait de faire un travail de prospective. Et c'est là l'intérêt aujourd'hui, quelle que soit la transition dont nous parlons, c'est d'avoir cette vision prospective pour adapter finalement les emplois et les compétences de demain. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, depuis 2019, avec le plan de développement des compétences qui a remplacé effectivement le plan de formation, nous avons eu des évolutions, à savoir que, hormis les petites entreprises qui peuvent avoir un appui pour effectivement le financement des formations, aujourd'hui, effectivement, quand nous sommes d'une taille, une ETI, par exemple, nous n'avons plus de financement, hormis de demander aux salariés de mobiliser leur CPF. Donc voilà, on a énormément de dispositifs, on travaille effectivement de façon prospective sur les compétences, l'objectif étant d'accompagner les collaborateurs
dans un but, et on retrouve aussi cela, de développer l'employabilité. Mais un point important qu'il faut partager, c'est que si nous, en termes d'organisation, on a effectivement tout un travail en amont à faire, c'est aussi important d'avoir un excellent dialogue social parce que les accords que nous négocions, nous les négocions avec nos partenaires sociaux. Et surtout, il faut la responsabilisation de chacun, puisque c'est un des points également dans le plan de développement des compétences qui a conduit notamment à la création du CPF. Voilà, un petit point court sur le sujet. Je vous remercie de ce point sur la prospective et puis aussi sur tous les outils que vous avez pu nommer. Et puis, je vais passer la parole donc à Monsieur Ouette. Merci. Donc, pour ma part, rapidement, les impacts de la transition, pour nous, en tant que syndicat, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, ce qu'on veut avec la transition et donc d'aller vers la neutralité climatique, c'est que des secteurs vont disparaître. Donc ceux-là, c'est évidemment ceux qui sont intensifs en utilisation d'énergie fossile, de charbon, etc. Mais plein d'autres secteurs vont également se transformer de manière drastique en passant à des énergies plus renouvelables, ou à l'électrification, etc. Cette dimension, si on la prend sur une question européenne, mais même si on peut l'appliquer aux différents États, d'une décarbonation d'un côté qui va détruire des emplois et de l'autre côté d'emplois verts qui va créer des emplois, on a un manque, comment dire en anglais, un mismatch, une inadéquation, oui, c'est ça, une inadéquation entre à plusieurs niveaux. C'est qu'il y a des régions qui vont perdre des emplois et il y a des régions qui vont gagner. Ça pose des vraies questions de politique publique parce que si on ferme dans des régions en Pologne des usines des mines de charbon, c'est nécessaire climatiquement parlant, mais c'est aussi nécessaire socialement parlant de trouver les besoins, les nouveaux emplois qui vont permettre à ces populations de continuer à vivre dans leur pays, dans leur région, sans avoir comme seule perspective de migrer ailleurs pour trouver d'autres emplois. Et le problème, évidemment, étant que les nouveaux emplois ne vont pas forcément se créer dans les mêmes régions. Et donc on a besoin de plans développés sur des territoires pour permettre d'avoir des emplois de qualité dans ces secteurs-là, parce qu'on ne met pas au même endroit des entreprises d'énergie éolienne en mer que les entreprises de charbon traditionnelles. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que ces changements d'emploi n'ont pas les mêmes niveaux de compétences. Donc, c'est pas forcément, on ne peut pas demander à un mineur polonais d'aller sur une plateforme éolienne en mer. Donc, c'est une question et là, la reformation est quand même assez difficile à faire. Et donc, ça nécessite de poser la question de l'anticipation et de comment on prévoit sur le long terme ces changements en compétences. J'y reviendrai plus tard. Et la troisième dimension, du coup, c'est que souvent dans ces emplois, on n'a pas forcément les mêmes conditions de travail. On est dans les emplois qui vont être détruits ou qui vont changer drastiquement dans les industries sur des emplois assez sécurisés, avec des bonnes conditions de salaire, des bonnes conditions de santé et sécurité. Et souvent, dans les nouveaux emplois, après, c'est en constante évolution, évidemment, mais dans ces nouveaux emplois, dans des secteurs qui sont beaucoup plus des petites et moyennes entreprises, où les conditions de salaire sont plus faibles, où les conditions contractuelles sont également plus précaires. Et donc, ça pose la question pour les travailleurs de la sécurisation des parcours et de savoir où est-ce qu'ils vont se retrouver, dans quelles conditions de salaire et de conditions de travail sur le long terme ils vont être. Du coup, pour conclure, je dirais que comme c'est aussi ces changements qu'on va avoir dans les différents secteurs impliquent potentiellement d'aller vers
des processus qui sont moins intensifs en travail. Donc, si je pense à rien que dans l'industrie automobile, le moteur à combustion interne nécessite plus de travail qu'un moteur, qu'une voiture faite complètement électrique. Dès lors, ça pose la question aussi du nombre de travail qui seront disponibles pour les salariés, nombre d'emplois qui seront disponibles pour les salariés, et dès lors de leur formation aussi à des nouveaux besoins avec des processus qui auront changé. J'y reviendrai plus tard, je pense. Merci pour votre vision au niveau européen, en fait, des notions de territoire. Je vais repasser la parole à Madame Laurence Breton-Cuny sur l'organisation du travail face à la transition écologique. Mais, merci. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses parce que j'ai essayé de revoir ce que nous avions vu comme panel au niveau de la NDRH. Bon, il faut savoir que c'est un véritable sujet. Donc, bien sûr, toujours en prenant en compte à la fois nos organisations et le concept d'entreprise étendue. Hein. C'est un petit peu notre responsabilité sociétale. Donc, si je regarde l'organisation du travail au-delà d'offrir un cadre éco-responsable propice au travail, bon, ça c'est important, on va peut-être passer au-delà de tout ce qui concerne la maîtrise de la consommation d'énergie, la restauration, on va dire, saine et responsable, les espaces extérieurs conviviaux et favorables à la diversité. Moi, ce que je retiens plutôt dans les travaux que nous menons aujourd'hui, c'est l'usage raisonné du numérique. Parce que le numérique, comme tout ce qui est, on va dire, écologique, parfois ça a des coûts cachés. Et on parle beaucoup de l'empreinte écologique du numérique, comme effectivement, on va parler également de l'empreinte écologique des voitures électriques. Donc, il y a toujours aussi toutes ces questions que nous faisons. Nous devons surtout ce qu'on appelle repenser les déplacements. Alors, bien sûr, à la fois, c'est pour nos salariés et puis pour les personnes qui travaillent pour nous, que ce soit en sous-traitance et autres. Donc, au-delà des trajets quotidiens domicile-travail, on a également les déplacements professionnels et la question également de mobilité. Vous savez il y a des plans de mobilité, il y a le forfait mobilité. Et puis, peut-être un dernier point qui est important et pas des moindres, vous en entendez parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la nouvelle normalité, qui a un impact très fort, effectivement, sur l'ensemble de ces sujets. Ce sont les modèles hybrides, puisque, effectivement, le télétravail permet, effectivement, de limiter les déplacements quotidiens. En revanche, il y a d'autres types d'impacts qui sont générés. Donc, notamment tout ce qui est impact, on va dire, en termes de visio, de Wi-Fi, de 4G, d'équipement, voire parfois on va dire, de déménagement, puisqu'on a en moyenne 2 à 3% quand on regarde autour de nous dans les organisations de personnes qui ont déménagé. Donc, en fait, il faut bien voir qu'on a tous ces sujets et puis peut-être un dernier qui n'est pas des moindres. Cette organisation du travail face à la transition écologique fait aussi partie, depuis l'an dernier, des sujets que nous devons aborder au niveau du CSE, qui est le comité social économique, qui ne concerne pas que l'organisation du travail, mais également l'ensemble des produits et prestations de nos organisations, et qui est un volet que nous travaillons en tant que DRH. Donc voilà, je trouve que c'est un futur plein d'avenir, et en même temps une préoccupation importante pour nous et pour les salariés aujourd'hui qui sont très attentifs à ce que nous mettons en place face à cette transition écologique. Merci pour l'organisation du travail. Je repasse la parole à Monsieur Vouet pour qu'il nous... Merci. Oui, donc sur l'organisation du travail, je pense qu'en dimension compétences, ça nous amène sur la question de l'anticipation des changements et comment l'anticipation des changements peut être faite. Donc, nous, notre point de départ, c'est souvent de se dire, à l'heure actuelle, on ne sait pas si on rentre dans la perspective de la neutralité carbone en 2050, si on rentre dans la perspective de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. On ne connaît ni les emplois qui seront existants à ce moment-là, ni le contenu des compétences pour les emplois qui resteraient valables. Dès lors, c'est très difficile pour le salarié lui-même
de se former à un emploi qui n'est pas forcément défini ni créé. Donc évidemment, on a besoin on développe chacun sa carrière, on a besoin des outils pour pouvoir le faire individuellement, mais il y a un besoin au niveau sociétal de définir et de mettre les outils en place pour que chacun puisse aller dans ce sens-là. Et ça nécessite pour nous d'avoir des parcours de décarbonation ou des trajectoires de décarbonation pour dire à quoi vont ressembler les différents écosystèmes, les différentes industries, les différents secteurs d'emploi en 2030 et en 2050 pour que les partenaires sociaux, pour que les syndicats de travailleurs soient en capacité aussi de négocier dans les entreprises cette anticipation et ces changements de compétences. Parce qu'au plus tôt cette anticipation sera faite, au moins elle aura de coûts sociaux, dans le sens où à un moment donné, les mesures climatiques, elles seront obligatoires. Si je prends rien que la question de l'industrie automobile que je touchais juste avant avec la fin des moteurs à combustion interne, si la proposition de la Commission passe en loi, c'est pour 2035. Ça veut dire qu'on a besoin du temps, d'un temps d'anticipation pour dire aussi, pas seulement pour changer les processus industriels, mais également pour former les travailleurs pour les nouveaux processus. Ça peut se faire à différents niveaux. Et donc là, pour nous, la formation des travailleurs en entreprise et dans les secteurs, c'est une question qui est clé. Pourquoi d'abord en entreprise? Parce que deux considérations, c'est que changer de parcours et changer d'entreprise, c'est pas forcément quelque chose de facile. Changer d'entreprise, c'est quand même de plus en plus commun. Donc, par contre, de changer de secteur, c'est quand même quelque chose de pas forcément évident. Donc, si un secteur disparaît complètement, de se reformer pour les compétences d'un autre secteur, ça ne l'est pas. C'est pas facile. Donc, l'anticipation des changements de compétences, quand ils sont possibles dans la même entreprise, c'est important que ce soit le cas. Et là, c'est évidemment possible de négocier des plans de formation, discuter avec les syndicats, parce que et qui doivent prendre aussi la question de l'inclusivité des formations au cœur. Là, j'aimerais développer un tout petit peu parce que la question de l'inclusion dans les formations est importante parce qu'on voit dans les statistiques de formation que c'est souvent dans les grandes entreprises, c'est souvent les hommes, c'est souvent les travailleurs avec un statut en CDI, mais même plus les cadres que les employés qui accèdent à la formation. Et donc, ça amène toute la dimension de comment est-ce qu'on accompagne les femmes, mais si je dis les femmes, c'est pas en tant que femmes, c'est souvent parce que les femmes sont dans des contrats plus précaires ou à temps partiel qu'elles ont moins accès à la formation. Les jeunes ont moins accès à la formation parce qu'ils sont souvent aussi ils sont pas dans les CDI, ils sont dans des contrats précaires ou temporaires. Les populations d'origine étrangère, même chose, sont moins souvent en formation. Les travailleurs dans les nouvelles formes de travail, n'en parlons pas. Et la difficulté aussi pour les petites entreprises, les toutes petites entreprises et les PME de laisser un accès à la formation à leurs travailleurs. Et donc là, ça amène la question aussi sectorielle et que donc tous les secteurs doivent aussi, dans cette anticipation des changements de compétences, prévoir le support nécessaire à ces différentes catégories, soit d'entreprises, soit de travailleurs, pour permettre ce développement des compétences. Pour pas être trop long, j'amènerai alors la question sur, il y a plusieurs dimensions dans le développement des compétences qu'on doit prendre en compte dans la transition écologique. Il y a l'atténuation, donc le changement climatique fait qu'on doit complètement décarboner des secteurs, donc ça c'est toute la dimension de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Ça change énormément les secteurs industriels. Ça va aussi demander de changer les processus dans l'industrie du charbon, dans l'industrie du ciment, de l'acier, etc., qui sont dépendants du charbon, mais ça va aussi avoir beaucoup de changements dans les secteurs qui sont dépendants, comme le transport, le tourisme, etc. Donc ça implique des changements dans l'emploi, mais dans le contenu des emplois. Ça, c'est ce qu'on voit assez clairement souvent et dont on parle beaucoup. Il y a deux dimensions dont on parle
pas assez dans les changements et dans le défi climatique et des changements de compétences, c'est la question de l'adaptation au changement climatique. L'adaptation au changement climatique, ça veut dire le changement climatique, il est déjà là, il a des effets négatifs quand on a des vagues de chaleur, des inondations, des feux de forêt, etc. Et tous ces effets du changement climatique dans les différents secteurs qu'ils affectent nécessitent de la formation des travailleurs, mais aussi des nouvelles protections. Je pense par exemple à la formation des travailleurs qui doivent aller éteindre qui sont sous stress et qui doivent aller éteindre des feux de forêt. Je pense à la formation et à la protection des travailleurs qui vont être de plus en plus aussi à devoir travailler dehors par 35 degrés, peut-être 3 semaines par an, si on a de plus en plus de vagues de canicule. Ça pose toute la question de comment on adapte aussi les compétences à la question de l'adaptation et c'est des questions qui sont valables dans tous les secteurs. Et la dernière dimension, du coup, c'est la question de l'économie circulaire qui, elle aussi, implique des changements importants, pas seulement dans les emplois, mais aussi en compétences, et alors pas seulement en compétences dans les emplois, mais aussi en formation et dans l'enseignement. Donc ça peut être une dimension supplémentaire, c'est que former à l'économie circulaire, ça nécessite aussi de changer les méthodes de recherche et de s'assurer que, si je reviens sur l'entreprise, que les travailleurs soient équipés pour la récupération, pour le recyclage, pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte. Et ça nécessite aussi que chacun dans les entreprises et dans les secteurs soit équipé et formé pour ce faire. Et ça, c'est évidemment, un syndicalisme dira toujours ça se fait de la manière la plus efficace en négociant ça dans les entreprises avec les syndicats. Donc au niveau des entreprises, au niveau des secteurs, au niveau des régions, au niveau des États et au niveau européen, on a besoin d'une cohérence de ces parcours de décarbonation et de leurs impacts sur l'emploi pour réellement sécuriser les travailleurs dans l'emploi avec des bonnes conditions de travail, des bonnes conditions de salaire pour nous équiper face aux défis de demain. Voilà, ce sera en général ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Benoît Borello. Bonello. Excusez-moi. Donc, c'est l'innovation sociale RH au service de la transition écologique inclusive. Donc, c'est à vous. Ok, merci. Peut-être moi, donc je vais redire un mot sur mon entreprise Suez parce que c'est important pour ce qui va suivre. Donc on est une entreprise du secteur de l'environnement. On a deux grands métiers, hein, la gestion de l'eau, de l'assainissement, et puis la gestion des déchets. Donc on est vraiment au cœur des sujets de transition écologique, d'économie circulaire en particulier. On est une entreprise de 35 000 salariés. Vous avez peut-être suivi l'actualité qui a été rachetée par Veolia et qui maintenant est ressortie indépendante avec un nouvel actionnariat et donc ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Et en fait, ce que je voulais partager avec vous, c'est une expérience qu'on a menée très concrète sur le territoire de Bordeaux il y a 10 ans, qui a consisté à se dire, nous, en tant qu'entreprise de l'environnement sur un territoire comme la métropole de Bordeaux, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut sincèrement et réellement renforcer notre impact en termes d'emploi et d'inclusion? C'était vraiment le point de départ. Et c'est comme ça qu'a été créé donc, un projet qui s'appelait la Maison pour rebondir, avec une équipe dédiée et qui nous a permis de construire la démarche d'innovation sociale qu'on porte aujourd'hui. Et en fait, on a identifié finalement, pour répondre à cette question de comment est-ce qu'on peut renforcer notre impact social sur un territoire, on a identifié 5 leviers qu'on a en tant qu'entreprise. Le premier, il est assez classique, assez simple, c'est ce qu'on appelle le recrutement inclusif. Comment est-ce qu'on peut recruter différemment sur nos métiers, en particulier sur nos métiers opérationnels, des métiers sur lesquels on a des besoins de recrutement récurrents, qui sont des métiers d'agents de réseau, canalisateurs, d'agents d'assainissement, des métiers de conducteurs poids lourds, d'électromécaniciens. On a pas mal de métiers qui sont finalement en tension dans notre secteur. Et la question était de se dire comment est-ce qu'on peut recruter différemment sur ces métiers. Et on a un petit peu déconstruit les modes de recrutement habituels pour aller chercher plus largement, finalement, des publics qui sont éloignés de l'emploi au départ et leur permettre de se former différemment et d'intégrer nos entreprises durablement. Donc ça, c'est le premier levier, c'est le levier recrutement inclusif.
qui nous a également amené à mener des projets un peu emblématiques, spécifiques. Par exemple, en ce moment, on porte un projet qui s'appelle Lotus pour amener une promotion de réfugiés vers le métier de mécanicien poids lourd, qui est un métier sur lequel on a des besoins récurrents. Donc, le recrutement inclusif, c'est un sujet majeur sur lequel on est. On se dit, en tant qu'entreprise, on peut recruter différemment, former différemment aussi, faire des métiers sur lesquels on a des besoins récurrents. Le deuxième levier qu'on a identifié, ça a été de se dire finalement, s'il y a un moment où on peut promouvoir l'emploi et l'inclusion, c'est les appels d'offres. Et quand on a deux types de grands clients, les collectivités, pour qui on répond sur la gestion de la collecte des déchets, par exemple, ou la gestion de l'eau, ou bien des entreprises. Et on a travaillé sur le volet social des appels d'offres en se disant, si on propose d'intégrer dans nos appels d'offres un volet social qui est fort, une collectivité peut y être sensible, puisque en tant qu'élu, on a envie de promouvoir l'emploi. Et donc, on a comme ça regardé dans toute notre chaîne de valeur comment est-ce qu'on pouvait renforcer notre impact en termes d'emploi et faire des propositions qui nous engagent sur ces questions d'inclusion et en faire un axe de différenciation commerciale si c'est possible. Le troisième levier qu'on a développé, ça a été de se dire, en fait, on s'aperçoit, on parlait beaucoup à l'époque, on en parle un petit peu moins maintenant, mais c'est le thème aussi de notre table ronde, c'est finalement la croissance verte, la transition écologique, elle va créer de l'emploi. À l'époque, on parlait de centaines de milliers d'emplois. Je trouve qu'on a du mal à chiffrer exactement ce que ça représente. Et nous, on se disait, nous, chez Suez, on a des besoins de recrutement récurrents, mais on n'est pas non plus sur une explosion du volume de recrutement. Et puis, on voit aussi que la digitalisation, elle a un impact sur certains de nos métiers. Exemple, dans nos centres de tri, il y a une tendance à l'automatisation, même si on a besoin et on aura encore besoin de travailleurs, il y a aussi des machines qui arrivent, idem sur la relève, idem, donc le digital a aussi un impact négatif sur l'emploi potentiellement. Et donc on se disait, c'est pas nous qui allons recruter les centaines de milliers d'emplois qui se profilent, donc qui va le faire? Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'acteurs qui émergeaient autour de nous, qui sont notamment des acteurs du monde de l'économie sociale et solidaire. Je pense aux recycleries qui travaillent sur le réemploi. Je pense à tout ce qui tourne autour de l'agriculture urbaine, tout ce qui tourne autour de la logistique du dernier kilomètre, tout ce qui tourne autour de la sensibilisation, etc. Et donc, on voit émerger en fait de nouveaux services, de nouvelles activités en lien avec les métiers de Suez et en lien direct avec l'économie circulaire et la transition écologique. Et on s'est dit, on a un rôle à jouer pour accompagner finalement ces structures dans leur développement et créer de l'emploi de manière indirecte. Donc, c'est comme ça qu'on a, par exemple, travaillé au tout début avec une association sur la collecte du dernier kilomètre des huiles alimentaires usagées, parce que Suez était intéressé pour récupérer les huiles alimentaires et les transformer en biocarburants, mais aller chercher dans les petits restaurants du centre-ville les huiles alimentaires, c'était juste pas possible pour une entreprise avec nos frais de structure, etc. Et donc, on s'est associé à une association qui, elle, collectait les biodéchets pour en faire du compost. Et on leur a dit, si vous allez chercher les huiles alimentaires à un prix que nous, on ne peut pas avoir, on vous les rachète. Et du coup, ça équilibre votre modèle économique. Et nous, on capte un gisement qu'on ne captait pas jusqu'ici. Et on leur permet comme ça de recruter des personnes et puis de développer finalement une nouvelle boucle vertueuse. Et donc, c'est vraiment dans cette logique-là qu'on travaille sur plein de sujets. Bien sûr, entre nos déchetteries et les recycleries, il y a des liens qui sont objectifs, des synergies objectives à développer. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait de la complémentarité à développer avec le monde de l'économie sociale et solidaire qui se développe fortement et qui se développe fortement sur les sujets de l'économie circulaire. Je pourrais revenir si vous souhaitez d'autres exemples, j'en ai plusieurs en magasin. Et le quatrième levier qu'on a identifié, c'est de se dire, on a des collaborateurs chez Suez qui ont finalement une bibliothèque d'expertise incroyable sur les sujets de transition écologique. Comment est-ce qu'on peut amener ces acteurs, notamment associatifs et de l'économie sociale et solidaire, à monter en compétences, à monter en puissance sur leurs activités qui sont complémentaires des nôtres. Et donc, c'est comme ça qu'on a développé tout un schéma de mécénat de compétences ciblé pour amener du coup ces collaborateurs qui sont en plus en recherche de sens et donc ne demandent que ça, d'amener leurs compétences auprès de structures du territoire en lien avec l'économie circulaire et les faire monter en puissance. Et le dernier levier, c'est le levier entrepreneuriat qui est un petit peu plus loin de notre chaîne de valeur, mais on s'est dit, on peut aussi, nous, en tant qu'acteurs économiques, contribuer à l'emploi en accompagnant la création d'entreprises. Et donc, on a une équipe qui est dédiée à l'entrepreneuriat et on accompagne l'émergence de solutions d'économie circulaire qui n'existaient pas et qui, du coup, se créent. Et on les accompagne, on les incube, on les connecte avec nos business, on amène le mécénat de compétences en plus, de manière à ce que, sur le territoire, on puisse à la fois créer de l'emploi et créer de nouveaux services d'économie circulaire complémentaires de
tout l'écosystème qui existe. Donc, cette expérience de Maison pour rebondir à Bordeaux, elle a permis de créer 700 emplois en 10 ans. Sur le territoire, et on l'a dupliqué parce qu'on s'est rendu compte, comme ça avait été dit précédemment, que finalement l'impact, il se joue au niveau des territoires. Le sujet, il se joue au niveau des territoires et des écosystèmes. Et donc, on a développé ces maisons pour rebondir sur d'autres territoires, en Île-de-France, du côté de Lyon. On est en train de monter des maisons pour rebondir du côté de Montpellier, de Toulouse et Montauban en ce moment, et avec l'idée de dire, connectons l'écosystème local avec nos entreprises pour développer l'emploi et développer les synergies qu'une entreprise comme Suez peut amener sur le territoire. Et du coup, finalement, une transition écologique plus inclusive et plus bas carbone aussi, parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que quand on développe le réemploi, ça a un impact positif sur le climat aussi, évidemment. Idem sur la cyclo-logistique, etc. Donc, c'est ça l'idée de ce qu'on fait aujourd'hui et de la démarche qu'on a au niveau du groupe, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut travailler en complémentarité avec le monde de l'économie sociale et solidaire, parce que seul, on n'arrivera jamais à permettre à une ville comme Lyon, par exemple, d'être zéro déchet. Par contre, en travaillant en alliance avec d'autres acteurs et de manière intelligente, on peut véritablement développer à la fois l'emploi et développer une transition écologique plus efficace. Donc, c'est vraiment ça notre logique. Et derrière, on arrive sur des sujets de compétences parce qu'on voit que du coup, il y a des nouvelles activités autour de la réparation, autour de la logistique du dernier kilomètre, autour de l'agriculture urbaine et d'ailleurs pas que, autour par exemple, du recyclage des mégots de cigarettes ou de déchets de niche, des nouvelles filières qui sont en train de se créer. Et donc, nous, on a un rôle à jouer pour se connecter, les aider à se développer, à se renforcer et développer les compétences qui permettent à ces filières, finalement, si on prend la réparation, par exemple, aujourd'hui, j'ai échangé ce matin avec Envie, qui est une entreprise d'insertion importante sur ces sujets depuis des années, ça devient un vrai sujet de recruter des personnes qui sont en mesure de, finalement, faire le boulot. Donc, du coup, il y a un énorme sujet de recrutement et la tension qu'on a aujourd'hui sur le marché du travail pousse les entreprises à innover dans leur manière de recruter, à changer les modes de formation. Donc, c'est ce qu'on fait dans différents territoires pour des formations plus courtes, plus adaptées aux besoins, où on allant chercher des publics qui sont beaucoup plus loin de l'emploi. Merci, Monsieur Bonello. Donc, on va accélérer. On va peut-être, sur les questions, on va peut-être les passer pour pas qu'il y ait trop de tard sur la prochaine table ronde. Et puis, on devait terminer avec une proposition phare pour faire de l'inclusion professionnelle une priorité des entreprises afin de réussir une transition écologique inclusive. Alors, est-ce que tout le monde avait une idée de cette proposition phare? Madame Breton. Oui, je veux bien commencer. Bon, c'est un peu révolutionnaire. Je voudrais qu'on fasse sauter les verrous des dispositifs d'accompagnement de la formation professionnelle pour aller vers les métiers porteurs. Je m'explique. On a France Relance qui a 100 milliards d'euros qui peut être dirigé vers l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Sauf que, hormis d'être en recherche d'emploi ou bon, ça ne s'adresse pas aux entreprises. Je rappelle que nous, dans les entreprises, on n'a pas d'aide par rapport aux personnes si on a plus de 50 salariés. Or, si vous financez ces formations qui sont porteuses d'avenir, vous avez toutes les chances de former en fait pour les autres entreprises, soit de votre bassin d'emploi et autres. Je trouve qu'elles devraient être financées vraiment fléchées vers les métiers porteurs, que ce soit les métiers dans la transition écologique numérique, et pas que l'on s'arrête aujourd'hui. Typiquement, 2 exemples. Aujourd'hui, vous avez quand même un dispositif effectivement qui permet des formations avec ce qu'on appelle le PROA, mais si vous avez une licence, vous ne pouvez pas en bénéficier. Donc voilà, quelqu'un qui est en reconversion, qui a déjà un diplôme d'une licence, il ne peut pas. Après, la même chose, pour les CPS de transition professionnelle, en fait, ce n'est pas automatique et donc on n'a pas un fléchage qui est fait. Alors, voilà. Donc, moi, je trouve qu'il faudra avoir une vision un peu plus globale et générale et accepter de financer des formations, puisqu'on le sait très bien pour l'avoir fait, dès l'instant que l'on finance des formations porteuses dans le domaine de l'énergie, de l'écologie, du numérique, les personnes partent. Et elles vont effectivement dans d'autres entreprises, mais vous avez formé finalement pour la personne et pas pour l'organisation. Donc voilà, essayons de trouver quelque chose qui soit plus cohérent avec les besoins en compétences que nous avons tous. Merci. C'est noté. Donc, qui veut prendre la parole? Je veux bien prendre le relais.
Allez-y. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je pense que mettre en place une charte d'engagement des DRH et des CODIR, enfin de la gouvernance des entreprises, hein, pardon Laurence, hein, je ne vise pas directement, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire pour asseoir donc, sur le papier un engagement qui conjugue formation, mentorat et attractivité, dans lesquels tout salarié devrait, en accord avec la société qui l'emploie, s'engager à terme au moins dans un des 3 axes, celui de la formation de ses collègues, celui du partage d'expérience et ou celui de l'amélioration de l'attractivité de sa société, de la société pour laquelle il travaille et au service des collaborateurs. Je pense que ce serait un cycle vertueux, écrit, engagé, qui pourrait totalement être intégré dans des processus d'évaluation pour améliorer le parcours et la transition. Merci. Merci. Donc, Monsieur Bonello. Oui, moi, je pensais, en fait, je participais récemment à une initiative qui fonctionne bien sur l'inclusion, qui s'appelle le Campus de l'inclusion, qui a été lancé il y a 3 ou 4 ans et qui vise à rassembler notamment des PME, des TPE, des entreprises sur un territoire pour les faire monter en compétences sur les questions d'inclusion et les faire passer à l'action sur les questions d'inclusion. Et je trouvais ça intéressant d'avoir un campus de la transition sur les territoires pour justement, finalement, en complément, et peut-être d'ailleurs avec celle qui aurait fait en première étape le campus de l'inclusion, réfléchir ensemble à l'échelle d'un territoire à comment passer à l'action, y compris d'ailleurs en invitant et en impliquant des organismes de formation, parce que moi je crois beaucoup à la dimension de territoire, à la dimension locale, d'écosystème et d'échange entre des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler de certains sujets, et je trouve ça intéressant d'avoir cette dynamique à la fois pour faire monter en compétences et pour faire passer à l'action au niveau des territoires. Merci. Monsieur Wouette. Oui. Donc pour ma part, je pense que c'est comme on a dans les plans de relance et dans les aides publiques. Si on prend les plans de relance au niveau européen, il y a énormément d'argent qui est dédié à la transition écologique, donc 37% des plans doivent aller là. Pour nous, je pense que si l'argent va dans les entreprises pour qu'elles puissent justement s'adapter et investir, une des contreparties, ça devrait être que ces plans, qu'il y ait des plans de décarbonation concrets, qui soient liés à la sécurisation de l'emploi dans les entreprises et avec des plans de formation inclusifs de tous les travailleurs et de tous les publics, et que voilà, une sorte de contrepartie, conditionnalité aux aides qui assurerait que l'argent public assure la transition juste de nos économies. Merci. Donc, on va terminer sur cette table ronde. Et puis, alors, je ne sais pas où est passé à la deuxième table ronde. Merci à vous. Moi qui vais prendre la main. Merci. Merci Nicole, et merci à chacun de nos intervenants pour cette passionnante table ronde.